Un millionnaire abandonne sa fiancée enceinte. 8 ans plus tard, une fillette le reconnaît. Il y a 8 ans, Julien Moreau l'a laissée enceinte et s'est volatilisé. Aujourd'hui, dans la rue, une petite fille aux cheveux bruns reconnaît son visage sur une vieille photographie. Ce qu'elle fait ensuite anéantit tout ce qu'il avait construit. « Papa !» La voix aiguë de l'enfant déchira l'air du boulevard. Julien Moreau se figea. Son corps tout entier se glaça par un mercredi ordinaire où rien n'aurait dû changer. La fillette courait vers lui, serrant une photo jaunie entre ses petits doigts. Ses yeux étaient exactement les siens. Ses cheveux bruns dansaient au rythme de sa course. « C'est toi, c'est vraiment toi !» criait-elle haletante, le visage débordant de joie. Les passants s'arrêtèrent, des couples tenant des sacs de boutique, des vendeurs à la sauvette, une femme avec une poussette. Tous observaient. Le silence de la rue vibrait de curiosité et de surprise. Julien fit un pas en arrière, son visage devint blême. « J'ai trouvé cette photo chez Maminou. Maminou a dit que tu es mon papa », continuait Léa, s'approchant toujours plus, les bras ouverts. Une vendeuse de crêpes murmura quelque chose à sa collègue. Un couple échangea un regard lourd de sens. Ce n'était pas une rencontre ordinaire. C'était un drame qui se jouait en public et chacun sentait la tension dans l'air, lourde comme une chape de plomb. Julien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux exorbités cherchaient une issue, une explication qui n'existait pas. La petite fille était là, réelle, avec ses traits, sa bouche, son nez. Tout en elle criait la vérité qu'il avait tenté de fuir. « Tu nous as laissés », dit Léa, sa petite voix gagnant une fermeté impressionnante. Maman a beaucoup pleuré. Elle pleurait tous les jours. Julien recula brusquement, heurtant un lampadaire. Son corps tremblait. « C'est impossible. Tu te trompes, petite », murmura-t-il, désespéré, couvert de sueur. Léa ne sia pas. Son regard d'enfant portait une maturité dévastatrice. Comment un homme pouvait-il abandonner quelqu'un qui avait son propre visage ? Chloé Dubois avait 32 ans et semblait porter le poids de 100 vies sur ses épaules. Ses yeux bruns, qui avaient un jour brillé d'espoir, révélaient désormais une histoire de lutte silencieuse et d'amour inconditionnel. Elle n'était pas seulement une mère, c'était une guerrière qui se levait avant l'aube et se couchait après minuit, cuisinant, nettoyant, travaillant, s'occupant, toujours s'occupant. Elle avait rencontré Julien Moreau à l'université quand elle croyait encore aux fins heureuses. Il était beau, charmant, plein de promesses sur l'avenir qu'ils bâtiraient ensemble. Pendant 2 ans, Chloé avait vécu un conte de fées qui s'était effondré du jour au lendemain. Quand elle avait découvert sa grossesse, Julien avait disparu. Pas un adieu, pas un mot. Simplement évaporé, comme si leurs 2 années de relation n'avaient jamais existé. Mais Chloé ne s'était pas effondrée, ou peut-être que si, mais seule, à l'abri des regards, puis elle s'était relevée, seule, à nouveau. Sa mère, Madame Geneviève, lui avait ouvert les portes de son petit appartement, mais Chloé s'était jurée de ne pas être un fardeau. Elle avait commencé à travailler comme femme de ménage, nettoyant de luxueux appartements haussmanniens pour des gens riches qui ne la regardaient jamais dans les yeux. Ses doigts étaient abîmés par les détergents industriels. Son dos lui faisait mal à force de tirer des seaux d'eau. Mais chaque centime allait à Léa. Pour ses vêtements, sa nourriture, son éducation. À 24 ans, Chloé en paraissait 40. Ses cheveux, autrefois longs et soyeux, étaient coupés courts pour économiser le shampoing et le temps de séchage. Ses vêtements étaient toujours les 3 mêmes chemisiers qu'elle alternait. Ses pieds nus dans la cuisine, préparant une soupe et du pain, sachant que ce simple repas permettrait à Léa de s'endormir satisfaite. Elle ne pleurait jamais devant sa fille. Mais sa grand-mère, Madame Geneviève, la voyait la nuit, assise dans la cuisine sombre, les épaules secouées de sanglots silencieux. Léa posait souvent des questions sur Julien. « Pourquoi papa ne vient pas ?» Chloé inventait des histoires. « Il travaille très loin, mon amour. Un jour, il reviendra. » Les mots lui écorchaient la gorge comme du verre pilé. Malgré tout, Chloé avait gardé cette vieille photo de Julien. Gardée parce que Léa avait le droit de savoir qui était son père. Gardée parce que, quelque part au fond de sa poitrine, subsistait un fragment d'espoir qu'elle-même ne comprenait pas.
Peut-être qu'un jour, juste peut-être, il reviendrait. Peut-être qu'il demanderait pardon. Peut-être qu'il comprendrait enfin ce qu'il avait détruit. Et puis, ce mercredi ordinaire, alors qu'elle travaillait chez une famille aisée du 16e arrondissement, Léa était sortie de la maison avec cette vieille photo à la main. Si vous avez déjà ressenti le poids d'un abandon, si vous avez pleuré quelqu'un qui n'est pas revenu et attendu un retour qui n'est jamais venu, laissez parler votre cœur dans les commentaires. Partagez avec moi. Croyez-vous aux secondes chances? Aimez cette vidéo et dites-moi votre vérité. Votre histoire compte. Chloé gardait ce désir dans une vieille boîte à chaussures avec la photo de Julien. Ce n'était pas seulement un désir, c'était une obsession qui grandissait chaque jour, nourrie par des questions sans réponse et par les larmes qu'elle versait seule dans la cuisine de sa mère. Son plus grand rêve était simple, terriblement simple, que Léa rencontre son père. Non pas pour que Julien ait une seconde chance. Chloé avait dépassé cette colère depuis longtemps. Le désir était plus grand que la rancœur. C'était pour Léa. C'était toujours pour Léa. La petite posait des questions. Constamment. « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa comme les autres enfants ?» Chloé ne savait pas comment expliquer un abandon à une enfant de 5 ans. Ne savait pas comment dire que l'homme qui l'avait conçue n'avait même pas voulu la voir. Alors, elle mentait. Magnifiquement, douloureusement. « Papa est dans un endroit très lointain, mon cœur. Il travaille dans une ville immense, mais il pense à toi tous les jours. » Léa y croyait. Les yeux de la fillette brillaient d'espoir quand elle demandait « Quand est-ce qu'il revient, maman? Il m'apportera un cadeau ?» Chloé serrait sa fille dans ses bras, sentant son cœur se briser en éclats microscopiques que personne ne pouvait recoller. À 7 ans, Léa découvrit les familles complètes. À l'école, tous les enfants avaient des parents. Certains en avaient 2. Léa en avait 0. Elle rentrait à la maison en silence ces jours-là, son cartable lourd non seulement du poids des livres, mais aussi de la pression invisible du vide paternel. « Maman, mon copain a dit que les enfants de mères célibataires sont des abandons. C'est vrai ?» La question était sortie, timide, fragile comme du verre fin. Chloé s'agenouilla à la hauteur des yeux de sa fille. « Tu es le résultat d'un grand amour, Léa. Tu n'as pas été un abandon. Tu n'as jamais été un abandon. » Mais c'était un mensonge nécessaire. La vérité était autre. Julien avait fait un choix. Il avait choisi de partir à New York, d'épouser une femme riche, de bâtir un empire commercial. Tout cela pendant que sa fille grandissait en demandant où il était. Chloé cherchait Julien sur Internet. Elle trouvait des photos de lui à des galas, toujours impeccables, toujours souriant. Souriant pendant que Léa mangeait une soupe dans des bols ébréchés, pendant qu'elle nettoyait les appartements des autres pour payer l'école de sa fille, pendant qu'elles dormaient toutes les deux dans la même chambre parce que l'appartement était trop petit et que le cœur de Chloé était trop grand pour supporter tant d'injustice. Le désir grandissait parce que Chloé savait au plus profond d'elle-même que Léa méritait de connaître son père. Pas pour l'argent. Chloé ne voulait pas de ses centimes. Elle voulait que Léa sache d'où elle venait, qu'elle regarde Julien dans les yeux et y voit son propre reflet. Elle voulait qu'une fois, juste une fois, l'homme qui l'avait créé ressente le poids de ce qu'il avait abandonné. Chloé gardait des coupures, des photos de Julien dans les magazines, des adresses de ses entreprises découvertes grâce à des recherches obsessionnelles sur Internet. Elle planifiait des rencontres qu'elle ne réalisait jamais. Des conversations qui n'avaient jamais lieu, des confrontations qui restaient dans son esprit, des nuits entières éveillées, répétant des mots qu'elle ne dirait jamais. « Si tu savais que tu as une fille, Julien, si tu voyais ses cheveux bruns, si tu entendais son rire, abandonnerais-tu tout cela ?» Mais Julien ne savait pas. Et Chloé avait peur de le lui dire, peur qu'il dise non, peur qu'il rejette Léa une seconde fois, peur que cette petite fille douce et pleine d'espoir reçoive la confirmation de ce que Chloé avait tenté de cacher pendant 8 ans, que son père ne voulait pas d'elle. Alors elle continuait de garder des photos, garder l'espoir, garder le désir dans un endroit secret de son cœur, le nourrissant chaque jour comme une plante qui pourrait miraculeusement fleurir. Ce que Chloé ne savait pas,
c'est que Léa avait trouvé ces photos. Mais Julien Moreau s'était construit une vie qui ne laissait pas de place aux fantômes du passé. À 35 ans, il était président d'une des plus grandes sociétés de promotion immobilière de Paris. Son bureau se trouvait au 30e étage d'une tour de verre et d'acier à La Défense. Ses réunions se tenaient dans des salles de conférences climatisées où des gens en costumes coûteux discutaient de millions comme s'il s'agissait de jetons de jeu. Il avait épousé Camille, fille d'un magnate des télécommunications. Le mariage avait été davantage une fusion stratégique d'entreprise qu'une histoire d'amour. Ils avaient 2 enfants, tous 2 dans des écoles internationales. Sa vie était parfaite en surface, comme un miroir bien poli qui ne reflète que ce qu'il convient de voir. Julien avait enterré Chloé au fond de sa mémoire, dans un compartiment scellé qu'il refusait d'ouvrir. Parfois, une nouvelle de sa région natale lui parvenait par d'anciens amis. Il ignorait, bloquait, allait de l'avant. Le passé était le passé. Chloé était le passé. La grossesse, la fuite, tout cela était une erreur de jeunesse qu'il avait rachetée par le succès. Du moins, c'est ce qu'il feignait de croire pendant ses journées chargées. Mais il y avait les nuits où Camille dormait et où il restait au bureau, buvant un whisky à 500 € la bouteille, regardant la ville en contrebas, clignotant comme un cœur battant à un rythme irrégulier. Chloé, de son côté, faisait face à des obstacles réels. Des obstacles qui n'étaient ni abstraits ni émotionnels, mais concrets et suffocants. Le premier obstacle était la peur. Peur que Julien refuse de reconnaître Léa. Peur qu'il ouvre la porte de son appartement à 2 millions d'euros et voit une fillette de 8 ans comme une étrangère. Peur de voir le visage de sa fille rougir de l'humiliation d'un second abandon. Chloé avait envisagé des centaines de fois de confronter Julien. Des centaines de fois, elle avait prévu de l'aborder dans la rue, à son bureau, lors d'un événement mondain vu sur Internet. Mais la peur lui glaçait les jambes. Le deuxième obstacle était social. Chloé était invisible, littéralement invisible. En tant que femme de ménage, elle entrait dans les appartements des riches comme un fantôme. Elle ne parlait que si on lui posait une question. N'établissait pas de contact visuel. Elle avait appris à être transparente. Comment quelqu'un d'invisible pourrait-il affronter un homme vivant au sommet d'une montagne d'argent et de pouvoir? Le troisième obstacle était pratique. Là où Julien dormait, elle ne pouvait pas s'approcher. Ses gardes du corps ne laisseraient pas une femme pauvre, mal habillée, entrer dans la tour de verre où il travaillait. Les concierges de ces immeubles la chasseraient comme une intruse. Le monde de Julien était fortifié, blindé, protégé par des portiers et des caméras de sécurité. Et le quatrième obstacle était émotionnel, peut-être le plus dévastateur. Et s'il refusait vraiment, s'il disait que Léa n'était pas sa fille, s'il exigeait un test ADN que Chloé ne pourrait pas payer, et si Camille, sa femme, accusait Chloé d'être une opportuniste tentant d'extorquer un homme riche. Chloé connaissait les jugements du monde. Elle connaissait le regard des gens sur une mère célibataire. Elle n'a pas su se tenir, disait-il. Elle a dû faire quelque chose de mal, murmurait-il. Julien avait une version bien plus convaincante que la sienne. Il avait l'argent pour engager les meilleurs avocats. Il avait de l'influence. Il avait le pouvoir. Léa grandissait chaque jour. Dans quelques années, elle entrerait dans l'adolescence. Dans quelques années, le désir de connaître son père se transformerait en rancœur. Dans peu de temps, cette petite fille douce cesserait de demander après Julien et commencerait à le haïr. Et Chloé ne savait pas comment empêcher cela. Rien ne semblait possible, rien ne semblait faisable. La distance entre elle et Julien ne se mesurait pas en kilomètres, elle se mesurait en abîmes infranchissables de classe sociale, de pouvoir et d'indifférence. Mais Chloé continuait de garder ses photos. Chloé le vit sortir du restaurant. C'était une fin d'après-midi de jeudi, et elle avait passé toute la semaine à planifier ce moment. Elle connaissait sa routine. Savait que Julien déjeunait au même restaurant sur le boulevard Haussmann chaque jeudi, toujours à la même heure, seule ou avec des collègues. Cette fois, elle aurait le courage. Léa était à ses côtés, lui tenant la main, portant son uniforme d'école. Chloé avait pensé que ce serait mieux ainsi, que Julien ne pourrait pas nier aussi facilement devant sa fille. Quelle erreur!
Quand Julien sortit par la porte tournante du restaurant, entouré de 2 hommes en costume de laine italienne, Chloé prit une profonde inspiration. Son cœur s'accéléra. « Julien !» Il se retourna. Pendant une seconde, juste une seconde, Chloé vit la reconnaissance dans ses yeux, cette panique momentanée de celui qui voit un fantôme. Mais la panique disparut aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par un masque d'indifférence, pire que n'importe quelle agression verbale. « Oui ? Je peux vous aider ?» demanda-t-il d'un ton professionnel, comme s'il parlait à une démarcheuse. Ses yeux n'effleurèrent même pas Léa. « Tu ne te souviens pas de moi ? C'est Chloé ? Chloé Dubois. » Les 2 collègues échangèrent un regard. Julien cligna lentement des yeux, comme s'il essayait de comprendre pourquoi une femme pauvre, portant encore sa blouse de travail, abordait un homme de son statut social en plein boulevard. « Non, désolé, je ne vois pas, » dit-il, se retournant pour partir. « Julien, attends, c'est Léa, ta fille. » Le silence fut absolu. Un couple qui passait ralentit le pas. Une femme avec un chien s'arrêta. Même le vent semblait s'être figé. Julien s'arrêta, se retourna lentement. Ses yeux descendirent de Chloé à Léa, et là, à cet instant, il se vit face à un miroir de 8 ans. Les mêmes yeux bruns, le même nez, la même forme de bouche. Il devint livide, pâle comme la mort. Mais en quelques secondes, quelque chose changea sur son visage. Quelque chose se durcit. Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine. « C'est ridicule, » dit-il, sa voix basse mais tranchante comme du verre. « Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, madame. Julien, tu le sais très bien, 8 ans. Léa a 8 ans. J'ai une vie construite, une famille. Et vous débarquez ici, dans la rue, pour tenter une extorsion. C'est pathétique. » Les mots étaient des couteaux. Chloé sentit chacun d'eux transpercer sa poitrine. L'un des collègues rit. Un rire nerveux, mais c'était un rire. Comme si la situation était comique. Une femme pauvre humiliée par un homme riche en plein jour. Léa serra la main de Chloé. Elle ne comprenait pas entièrement ce qui se passait, mais elle le sentait. Elle sentait le rejet comme une chose solide, une pierre lancée contre sa poitrine d'enfant. « Ton nom est sur des documents. Tu sais qu'elle est ta fille. Tu le sais. Je ne sais rien. Et vous savez ce que je vais faire ? Je vais appeler mon avocat. C'est une tentative d'extorsion manifeste. Si vous essayez de me contacter à nouveau, mes prochaines actions seront légales. » Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Je ne demande pas d'argent, je te demande de reconnaître ta fille, simplement de lui parler, 5 minutes. » Julien regarda Léa comme s'il regardait un insecte répugnant posé sur son costume hors de prix. « Cette enfant n'est pas la mienne, et même si elle l'était, je ne voudrais rien avoir à faire avec elle. Vous comprenez ? Rien. Trouvez un autre père pour vos fantasmes. » Quelqu'un filmait avec son téléphone. Chloé le remarqua. Une femme avec un sac de marque observant cette scène de rejet comme une émission de télé-réalité. Léa commença à pleurer. Doucement d'abord, puis plus fort. Son petit corps tremblait, tandis que les larmes coulaient sur son visage. « Maman, il a dit que je ne suis pas sa fille », murmura Léa, sa voix brisée. Chloé s'agenouilla, serrant sa fille dans ses bras. Ses propres yeux brûlaient de rage, d'humiliation, de frustration de ne pas avoir pu protéger la petite de cela. Julien s'éloignait déjà, ses collègues à ses côtés, oubliant probablement déjà la scène, ou peut-être prévoyant de raconter cette histoire hilarante au bar plus tard. « Pauvre folle !» marmonna l'un des collègues avant de disparaître dans la foule qui se pressait sur le boulevard. Les gens passaient près d'elle maintenant, une mère avec des enfants, 2 cadres en pleine discussion, un vendeur d'eau. Personne ne s'arrêta, personne n'aida. Chloé et Léa étaient à nouveau invisibles, mais cette fois, c'était une invisibilité qui brûlait, qui pulsait, qui laissait des cicatrices. Léa ne poserait plus de questions sur son père, pas avec ce ton d'espoir que Chloé avait entendu pendant 8 ans. Cet espoir avait été écrasé cet après-midi de jeudi, en plein boulevard Haussmann, devant des passants indifférents. Et Chloé, là, agenouillée, tenant sa fille qui pleurait, sentit quelque chose s'éveiller en elle, quelque chose de plus fort que la douleur, quelque chose qui brûlait comme le feu. Il avait fait son choix. Maintenant, elle allait faire le sien. Cette histoire de rédemption
va vous bouleverser. Mais écoutez bien, des histoires comme celle-ci n'arrivent qu'à ceux qui s'abonnent et activent la cloche en premier. Si vous voulez découvrir la fin avant tout le monde, rejoignez notre communauté exclusive. Abonnez-vous maintenant. Ne manquez plus aucune histoire qui transforme des vies. Cette nuit-là, Chloé ne dormit pas. Elle resta assise dans la cuisine de sa mère, une tasse de tisane froide oubliée entre ses mains tremblantes, tandis que Madame Geneviève essuyait les larmes de sa petite fille avec un torchon. « C'est un salaud, Chloé, un véritable salaud », murmura la mère, sa voix chargée d'une colère qui brûlait lentement, comme de la braise. Léa s'était endormie tôt, ou avait faim de dormir. Chloé était entrée dans la chambre et avait vu les yeux de sa fille fermés trop fort, les lèvres tremblantes même dans un sommeil simulé. La mère comprit que cet après-midi-là, quelque chose de précieux avait été détruit. Chloé revivait chaque seconde, chaque mot de Julien résonnait dans son esprit comme une cloche qui ne cessait de sonner. « Cet enfant n'est pas la mienne ». Les mots revenaient. Elle se les répétait dans l'espoir qu'en les mémorisant, ils perdraient leur pouvoir de la blesser. Mais ils ne le perdaient pas. Au contraire, ils gagnaient en poids à chaque répétition. Elle se détesta d'avoir emmené Léa à cette rencontre, se détesta d'avoir nourri l'espoir là où elle aurait dû cultiver la protection. Pendant 8 ans, elle avait construit un récit réconfortant pour sa fille. Une histoire où le père était loin, mais reviendrait un jour. Une histoire où l'absence ne signifiait pas rejet, juste un éloignement temporaire. Cet après-midi avait détruit ce récit en morceaux qu'elle ne pourrait pas recoller. Chloé pensa à toutes les fois où Léa avait demandé après Julien, toutes ces questions innocentes répondues par des mensonges aimants. Quand est-ce que papa revient? Est-ce que papa pense à moi? Est-ce que papa m'aime? Chaque question avait été un petit coup de couteau qu'elle avait faim de ne pas sentir. Mais cet après-midi, sur le boulevard, avait été un coup de poignard complet, profond, qui lui transperçait la poitrine, et il n'y avait aucun moyen de prétendre que ça ne faisait pas mal. Le pire, c'est que Chloé ne savait pas exactement comment expliquer cela à Léa. La petite demanderait, peut-être pas immédiatement, mais elle demanderait, et Chloé devrait s'asseoir à côté de sa fille et prononcer les mots qu'elle n'aurait jamais dû laisser sortir de sa bouche. « Ton père ne veut pas de toi ». Comment dire cela à une enfant de 8 ans? Comment regarder sa fille dans les yeux et avouer que l'homme dont la génétique coule dans ses veines l'a complètement rejetée? Comment tenir une petite fille pendant qu'elle pleure parce qu'elle a découvert qu'elle n'est pas désirée par son propre père? Chloé avait passé sa vie à faire des sacrifices silencieux, des sacrifices que personne ne voyait, que personne n'applaudissait, que personne ne reconnaissait. Elle nettoyait des appartements luxueux pendant que d'autres femmes se reposaient le week-end. Elle mangeait moins pour que Léa mange plus. Elle portait le même uniforme pendant que Julien se pavanait dans des costumes qui coûtaient plus que son salaire mensuel. Et même avec tous ces sacrifices, elle avait échoué à obtenir ce que chaque enfant mérite, la reconnaissance paternelle, l'acceptation. Durant cette nuit, Chloé pensa à la vengeance, pensa à dire au monde qui était Julien Moreau, pensa à chercher un avocat, à intenter un procès, à le forcer légalement à reconnaître Léa. Mais elle savait que cela prendrait des années pendant lesquelles Léa souffrirait, des années pendant lesquelles Julien aurait le temps de construire des récits, de préparer des défenses, de tout nier. Et même si elle gagnait en justice, cela ne guérirait pas la blessure. Julien pourrait être obligé de mettre son nom sur un document, mais il ne pourrait pas être obligé d'aimer Léa. Il ne pourrait pas être forcé de la voir comme autre chose qu'un désagrément, un rappel d'un passé qu'il tentait désespérément d'oublier. Chloé toucha la vieille photo de Julien. Cette photo qu'elle avait gardée pendant 8 ans, cette photo que Léa avait trouvée. Cette photo qui avait conduit à cette rencontre désastreuse sur le boulevard, elle la déchira, lentement, délibérément. Le papier se rompit entre ses doigts, et elle sentit une libération aussi amère que tout ce qu'elle avait ressenti jusqu'alors. Non pas parce qu'elle souhaitait effacer Julien, mais parce qu'elle réalisa, à cet instant,
qu'aucune photo, aucune histoire soigneusement construite, aucun espoir silencieux ne pourrait transformer un homme qui ne désirait pas être transformé. Léa pourrait grandir en croyant qu'elle n'était pas désirée. Sauf si Chloé faisait quelque chose de différent. Sauf si elle changeait complètement le récit, et cette nuit de jeudi, avec la tisane froide oubliée à la main et les larmes séchant enfin sur ses joues, Chloé commença à planifier. Pas une vengeance, pas des représailles, quelque chose de bien plus dangereux. Elle planifiait la justice, vraie, complète et inévitable. 3 jours après la rencontre sur le boulevard, Chloé reçut un appel, un numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose, une voix intérieure, lui fit appuyer sur le bouton vert. « Allô, vous êtes Chloé Dubois ?» La voix était celle d'une femme. Jeune, professionnelle. Chloé sentit son estomac se nouer. « Oui. Qui est-ce ? Je m'appelle Mathilde Laurent. Je travaille au cabinet d'avocats Moreau, Durand, un associé. J'ai besoin que vous veniez ici. C'est urgent. Cela concerne Julien Moreau et une enfant. Vous êtes disponible aujourd'hui. » Chloé ne comprenait pas. Son premier instinct fut de raccrocher. Cela sentait le piège. Mais la curiosité, cette curiosité qui l'avait poursuivie pendant 8 ans, la maintint en ligne. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut encore ? Je ne peux pas en parler au téléphone. Vous venez ou non ? 2 heures plus tard, Chloé se trouvait dans un bureau au 35e étage d'une tour de verre dans le centre de Paris. Mathilde était une femme de 30 ans, cheveux noirs, lunettes modernes, avec l'assurance de quelqu'un habitué à gérer des situations délicates. « Avant tout, » commença Mathilde, fermant la porte du bureau, « je veux qu'il soit clair que ceci est confidentiel. Ce que je vais vous dire ne doit pas sortir d'ici. Compris ?» Chloé hocha la tête, confuse. « Julien Moreau est arrivé ici hier, désespéré. Il connaît mon beau-père, qui est associé du cabinet. Julien a tout raconté. L'histoire de vous, de Léa, de la rencontre sur le boulevard. » Chloé sentit à nouveau le sol se dérober. « Il veut me poursuivre en justice ?» demanda-t-elle, sa voix faible. « Non, au contraire, il veut rencontrer votre fille. » Le silence qui suivit fut si absolu que Chloé pouvait entendre son propre cœur battre. Il a eu peur, vraiment peur. Quand il est rentré chez lui ce jour-là, il ne pouvait penser à rien d'autre. Sa femme, Camille, l'a remarqué. Elle a demandé ce qui s'était passé. Finalement, il a tout avoué. Camille est au courant pour Léa, elle l'est. Et elle n'est pas heureuse. Mais pas pour les raisons que vous pourriez imaginer. Camille n'est pas en colère parce que Julien a eu un enfant avant leur mariage. Camille est en colère parce que Julien a nié l'existence de cet enfant pendant 8 ans, parce qu'il a rejeté une fillette innocente. Camille a des enfants. Elle comprend ce qu'est la maternité, et elle ne tolère pas la lâcheté. Chloé assimilait chaque mot lentement, comme si elle apprenait une langue étrangère. Camille l'a obligé Julien à faire un test ADN. Julien n'avait pas le courage de vous affronter à nouveau, alors il vous a utilisé comme femme de ménage dans l'un de ses projets. Il a obtenu un de vos échantillons sans que vous le sachiez. Il l'a fait sans mon consentement? Techniquement, oui. Mais le résultat est indéniable. Léa est biologiquement sa fille. 99,9% de certitude. Il ne manque plus que son nom sur l'acte de naissance. Chloé sentit ses jambes flageoler. Après 8 ans à demander à l'univers une confirmation, elle l'avait reçue par un vol d'ADN. Maintenant, il y a un problème, continua Mathilde. Julien veut rencontrer Léa. Il veut construire une relation. Mais Camille a été très claire. S'il le fait, il doit le faire correctement. Pas de demi-mesure, pas d'apparition et de disparition. Cela inclurait un soutien financier substantiel, une reconnaissance légale, une paternité authentique. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda Chloé. « Parce que Julien a peur que vous le rejetiez. Peur que vous ne vouliez pas de lui dans la vie de Léa. Peur qu'il ne soit trop tard. Et honnêtement, je pensais que vous méritiez de savoir la vérité. Julien est un lâche, mais ce n'est pas un mauvais homme. Juste un homme qui a commis une erreur colossale et qui essaie enfin de la réparer. » Chloé regarda par la fenêtre. En bas, la ville bougeait. Des gens vivant leur vie, des gens faisant des choix,
des gens créant des histoires. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Demanda Chloé. Il veut vous rencontrer. Il veut rencontrer Léa. Il veut que vous sachiez qu'il s'engage. Il a préparé un dossier. Pension alimentaire, reconnaissance de paternité, tout fait légalement, tout documenté. Et si je dis non, alors vous dites non, mais il espère que vous direz oui, parce qu'au fond, vous le voulez aussi. Vous avez gardé cette photo pendant 8 ans. Vous l'avez confrontée dans la rue. Vous voulez que votre fille ait un père. Et maintenant, elle peut en avoir un. Chloé sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas une fracture destructive. Une brisure comme celle d'un cocon. Comme l'émergence de quelque chose de nouveau. Quand vous voudrez. Julien attend. Chloé sortit du bureau de Mathilde en transe. Les rues de Paris défilaient autour d'elle en taches de couleurs et de mouvements, mais elle ne voyait rien. Son corps était là, dans les métros bondés, sur les trottoirs noirs de monde, mais son esprit était ailleurs. Il confrontait 8 années de colère, d'espoir, de désespoir et d'abandon. Julien voulait rencontrer Léa. Les mots n'avaient pas de sens, ou peut-être en avait-il trop, mais d'une manière que son esprit n'était pas préparé à traiter. Cette nuit-là, Chloé alla dans la chambre de Léa. La petite dormait, son petit corps recroquevillé sous la couverture usée. Chloé l'observa longuement, observa ce nez qui était exactement comme celui de Julien, ses lèvres qu'il avait niées 3 jours plus tôt. Elle pensa à comment elle le dirait à sa fille, pensa aux mots qu'elle utiliserait, pensa à comment Léa réagirait. Pendant ce temps, au même moment, Julien était dans son bureau privé. Seul, la baie vitrée montrait toute la ville sous lui. Mais il ne parvenait pas à apprécier cette vue qui avait été son symbole de victoire pendant si longtemps. Il avait demandé à son assistant d'apporter des photographies, de vieilles photographies, de l'époque où il était avec Chloé à l'université. Julien avait trouvé une boîte avec ses photos au grenier lors d'une recherche de documents. Camille l'y avait laissé, exprès. Camille savait ce qu'elle faisait. Sur les photos, il était jeune. Chloé était jeune. Il semblait heureux, ridiculement heureux. Julien prit une photo où Chloé souriait à l'objectif, ses longs cheveux au vent. C'étaient les cheveux qu'il avait touchés. C'était le visage qu'il avait embrassé. C'était la femme qu'il avait aimée, ou du moins qu'il avait faim d'aimer, avant de découvrir qu'il y avait de meilleures opportunités dans le monde. Sa main tremblait en tenant la photographie. Il pensa à Léa, pensa au visage de la fillette quand il l'avait rejetée, pensa à ce moment où elle avait demandé « Tu es mon papa ?» et il avait répondu avec une cruauté qui ne méritait même pas ce mot. Julien avait bâti un empire, avait conquis le pouvoir, l'argent, le statut, avait épousé la bonne femme, s'était fait les bons amis, avait fréquenté les bons endroits. Il avait tout fait correctement dans la vie. Sauf cela, sauf Léa. La porte du bureau s'ouvrit. Camille entra, sa femme. La femme qui avait forcé Julien à affronter ses démons, qui avait engagé un détective privé pour retrouver Léa et Chloé, qui avait fait faire ce test ADN. « Comment vas-tu » demanda Camille, sa voix étonnamment douce. « Je devrais être heureux qu'elle existe », dit Julien tenant la photo de Chloé comme un artefact sacré. Ma fille existe, Camille. Léa existe. Et j'ai gâché 8 ans. Camille s'assit sur une chaise à côté de lui. Elle n'était pas une femme qui montrait facilement ses émotions. Elle avait été élevée pour garder son sang-froid. Mais à cet instant, il y avait quelque chose dans ses yeux qui ressemblait presque à de la compassion. « Tu peux réparer ça, » dit-elle. « Il n'est pas trop tard. Léa est encore une enfant. Elle peut encore connaître son père. Encore construire une relation avec toi, mais seulement si tu es honnête, seulement si tu y travailles. Et Chloé, qu'est-ce qu'elle veut? Tu dois le lui demander. » Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Il prépara des documents, prépare des chiffres, prépare des explications, prépare des excuses qui ne semblaient jamais adéquates. Comment s'excuser pour 8 ans d'abandon? Comment s'excuser d'avoir nié l'existence de quelqu'un qui avait son sang, son visage, sa vie? Il chercha Chloé sur Internet, trouva un vieux profil Facebook qu'elle avait créé des années auparavant. Il y avait des photos de Léa,
Léa a 2 ans, Léa a 5 ans, Léa a 8 ans. Toute l'enfance de sa fille documentée sur des photos que Julien n'avait jamais vues. Il pleura. Vraiment. Pour la première fois en 20 ans, Julien Moreau s'autorisa à pleurer. Il pleura pour la fillette qu'il n'avait jamais connue, pour le premier jour d'école auquel il n'avait pas assisté, pour l'anniversaire des 8 ans qu'il avait ignoré, pour les câlins qu'il n'avait pas donnés, pour les histoires du soir qu'il n'avait jamais racontées, pour les jeux auxquels il n'avait jamais joué. Camille le trouva en larmes dans le bureau. Elle le laissa pleurer, et, étrangement, cela sembla guérir quelque chose. Pas tout, peut-être rien, mais quelque chose. Le lendemain, Julien se réveilla différent. Non pas parce qu'il s'était éveillé à une nouvelle vérité, mais parce qu'il avait enfin admis à lui-même qu'il avait gâché 8 ans à être un homme qu'il ne voulait plus être. Il prit le téléphone, appela Mathilde, lui demanda de contacter Chloé, demanda une rencontre, une vraie rencontre. Une rencontre où il pourrait regarder dans les yeux la femme qu'il aime ou l'avait aimée et la fillette qui avait son sang. Et tandis qu'il passait cet appel, Julien Moreau sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir, effrayant, terrible, l'espoir de la rédemption. Le parc se trouvait à 3 pâtés de maison de chez Madame Geneviève. Chloé avait choisi ce lieu parce qu'il était neutre, parce qu'il était public, parce que si tout s'effondrait à nouveau, au moins il y aurait des témoins. Au moins, Léa ne serait pas seule avec elle quand le monde s'écroulerait. Elle l'avait dit à sa fille la veille au soir. Assise sur le lit côte à côte, Chloé avait pris une profonde inspiration avant de parler. « Léa, ton père veut te rencontrer. » La fillette ne répondit pas immédiatement. Son corps se tendit. Ses yeux se détournèrent de Chloé. « Il a dit qu'il n'était pas mon père, » murmura Léa, sa voix si faible que Chloé faillit ne pas l'entendre. « Je sais, il a été très cruel, et je regrette profondément que tu aies entendu cela. Mais il a découvert la vérité. Il sait maintenant que tu es sa fille, et il veut te rencontrer. Il veut seulement parce qu'il a découvert, parce qu'avant il ne voulait pas. » Chloé ne savait pas comment répondre à cette question. L'honnêteté était importante, mais elle était aussi dévastatrice. Oui, avant, il ne voulait pas, mais ce n'est pas de ta faute. Ça n'a jamais été de ta faute, Léa. Tu as toujours été digne d'amour. Toujours. C'était juste un homme effrayé qui ne pouvait pas le voir. Léa réfléchit longuement, puis demanda « Tu l'aimes encore ?» Chloé toucha délicatement le visage de sa fille. « J'ai aimé une version de lui qui n'existe plus. La version que j'ai connue quand j'avais presque le double de ton âge. Mais non, je n'aime pas l'homme qu'il est devenu. Ce que j'aime, c'est l'opportunité pour toi de le connaître. L'opportunité pour toi de décider qui il est pour toi. Et s'il est méchant à nouveau, alors tu rentres à la maison avec moi. Et nous n'aurons plus jamais besoin de le voir. C'est ton choix, Léa. Ce sera toujours ton choix. » La fillette avait accepté. Et maintenant, ce samedi matin au parc Monceau, elle tenait la main de Chloé, marchant vers un banc où Julien Moreau les attendait. Julien était arrivé tôt. Il était assis seul sur le banc, visiblement nerveux. Ses genoux tremblaient. Ses doigts tambourinaient sur sa cuisse. Il semblait plus petit que dans le souvenir de Chloé. Pas en taille, mais en prestance. Comme si le pouvoir qui l'entourait dans son bureau de verre et d'acier s'était complètement évaporé. Léa s'arrêta à 5 mètres de distance. Ses petites mains agrippèrent celles de Chloé, avec force. « Bonjour », dit Julien. Sa voix était rauque, comme s'il avait crié ou pleuré. « Merci d'être venu. » Chloé attira légèrement Léa. Elles s'approchèrent. Julien se leva lentement, comme si tout mouvement brusque pouvait les effrayer. Et alors, pour la première fois réellement, il regarda Léa, complètement, sans déni, sans défense. Juste un homme observant son propre visage reflété chez une enfant. « Tu as mes yeux, » dit-il, la voix brisée. Léa ne répondit pas. Son corps était tendu, prêt à fuir. « Laisse-moi t'expliquer quelque chose, » continua Julien, parlant directement à Léa, ignorant Chloé. « Quand ta mère m'a dit que tu existais, je n'ai pas su comment réagir. J'étais jeune et effrayé. Et au lieu d'être courageux, j'ai été lâche. J'ai fui. « Odeu, tu nous as abandonnés, » dit Léa, sa petite voix pénétrante comme une lance. Julien cligna des yeux.
Une larme coula sur sa joue. « Oui, je vous ai abandonné, toi et ta mère, toutes les deux, et il n'y a pas d'excuse assez grande pour ça. Mais je veux que tu saches que tu n'y es pour rien. Tu es parfaite, Léa, tu l'as toujours été. C'est moi qui étais imparfait. » Léa observa l'homme, observa ses larmes, observa ce visage qui était comme regarder dans un miroir vers l'avenir. « Maman a beaucoup pleuré, » dit-elle, toujours avec ce ton d'accusation dans la voix. « Je sais, et je regrette chacune de ces larmes. Je regrette que tu aies grandi sans père. Je regrette que ta mère ait dû travailler si dur toute seule. Je regrette tout, Léa. Si je pouvais remonter le temps et faire différemment, je le ferais. » Julien s'agenouilla, réduisant la distance entre lui et la fillette. Non pas pour paraître moins menaçant, mais pour être à son niveau, pour être vulnérable. « Si tu me laisses une chance, j'aimerais te connaître, j'aimerais être dans ta vie, non pas pour effacer les 8 années que j'ai perdues, car c'est impossible, mais pour être ici, maintenant, pour être ici, à l'avenir, si tu le veux bien. » Léa regarda Chloé, son visage demandant la permission, demandant la force, demandant la confirmation que c'était sans danger. Chloé hocha légèrement la tête. Un geste minime qui disait « C'est toi qui décides ». Léa s'approcha lentement de Julien. Ses pas étaient prudents, comme si elle marchait sur une fine couche de glace. Elle arriva assez près pour le toucher. « Si tu repars, je ne te pardonnerai jamais », dit Léa, sa petite main touchant le visage de son père pour la première fois. Julien frissonna. « Je ne repartirai pas, je te le promets. Sur tout ce que j'ai de plus sacré, je te le promets. » Léa serra son père dans ses bras. Son petit corps s'enroula contre cette poitrine qu'il avait ignorée pendant 8 ans. Et Julien, l'homme puissant, le millionnaire, le dirigeant à succès, s'effondra complètement. Ses épaules furent secouées de sanglots tandis qu'il serrait sa fille comme s'il serrait la vie entière qu'il avait gâchée. Chloé sentit les larmes couler sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de joie, exactement, c'étaient des larmes de soulagement. De soulagement parce que Léa avait reçu ce qu'elle méritait, parce que Léa avait reçu un père. Et même si Julien était imparfait, même s'il avait commis une erreur monumentale, à cet instant, serrant sa fille dans un parc ordinaire, un samedi ordinaire, il faisait ce qu'il aurait dû faire 8 ans plus tôt. Il était un père. Les gens commencèrent à remarquer. Une femme avec un chien s'arrêta. 2 enfants jouant à chat ralentirent à leur course. Un couple âgé qui passait s'assit sur un banc voisin, observant discrètement, parce que ce qui se passait était palpable. C'était sacré. C'était le genre de moment que les gens ressentent dans leurs entrailles, même sans comprendre pleinement ce qu'ils voient. Chloé observait à distance, tenant à la fois sa propre douleur et sa propre guérison. Elle vit Julien et Léa, vit comment la fillette tenait le visage de son père entre ses petites mains, explorant ce visage qui était comme une carte de son propre avenir. « Tu as une belle voiture ?» demanda Léa, sa voix encore prudente, mais avec une pointe de curiosité qui n'était pas là quelques instants plus tôt. Julien rit. Un rire étranglé, brisé, mais authentique. « Oui, tu veux la voir ?» Léa hocha la tête, mais regarda ensuite Chloé, le même geste qu'auparavant, demandant la permission. Chloé s'approcha. Elle et Julien échangèrent un regard. Il n'y avait pas d'amour dans ce regard. Il y avait de la compréhension. Il y avait l'acceptation d'un passé qui ne pouvait être changé, seulement transcendé. « Tu mérites d'être dans sa vie », dit Chloé à Julien, sa voix basse, juste pour qu'il l'entende. « Et Léa mérite de t'avoir dans sa vie. Mais si tu la blesses à nouveau, je détruirai personnellement chaque chose que tu as construite. Compris ?» Julien hocha la tête, sans rompre le contact visuel. « Compris. Merci de m'avoir donné cette chance. » À cet instant, une voiture noire s'approcha. La vitre descendit. C'était Camille, la femme de Julien. Elle avait observé de loin, comme prévu. Camille sortit de la voiture. Une femme de 38 ans, élégante, avec l'assurance de quelqu'un habitué aux situations complexes. Elle s'approcha du groupe, ses yeux d'abord sur Julien, puis sur Chloé, et enfin sur Léa. « Alors c'est elle, Léa !» dit Camille, sa voix neutre. Tous se tendirent. Léa se rapprocha de Chloé. « Camille, non !» commença Julien.
Laisse, interrompit Camille. Elle s'agenouilla à côté de Léa. Bonjour Léa, je m'appelle Camille. Je suis la femme de ton père. Et je voulais te dire que je suis très heureuse de te rencontrer. Léa observa la femme, observa son comportement, avec soin, avec sincérité. Tu connais mon papa depuis longtemps, demanda Léa. Depuis qu'il était un garçon très stupide et très peureux, répondit Camille, un faible sourire traversant son visage. Mais je l'aime quand même. Et quand j'ai découvert que tu existais, j'ai insisté pour qu'il fasse ce qu'il fallait. Parce que la famille, ce n'est pas quelque chose qu'on jette quand ça devient gênant. La femme qui observait de loin avec le chien commença à pleurer. Son compagnon passa un bras autour d'elle. « C'est trop beau », murmura-t-elle. Sur le banc voisin, le couple âgé se tenait la main. Madame Geneviève, qui s'était cachée derrière un arbre parce que Chloé avait insisté pour qu'elle soit là en cas d'urgence, émergea lentement. Elle marcha vers le groupe, ses jambes fatiguées portant ce corps qui avait vieilli en s'occupant de 2 générations. Quand elle vit Julien, elle s'arrêta. Ses yeux qui avaient versé tant de larmes pour sa fille et sa petite-fille se durcirent. « C'est vous, l'idiot !» dit Madame Geneviève, sa voix comme un fouet. Julien cligna des yeux, surpris. « Maman !» protesta Chloé. Mais Madame Geneviève continua. « 8 ans. Ma fille et ma petite-fille ont souffert pendant 8 ans, parce que vous étiez trop lâche pour être un homme. Savez-vous combien de fois Léa a pleuré en vous réclamant ? Savez-vous combien de nuits ma fille s'est réveillée en criant votre nom ?» Julien maintint le contact visuel. Il ne se défendit pas, ne détourna pas le regard. Il absorba juste chaque mot comme le châtiment qu'il méritait. « Vous ne méritiez pas cette seconde chance, » continua Madame Geneviève, « mais ma fille est plus généreuse que moi. Et cette petite, » elle toucha tendrement la tête de Léa, « cette petite a un cœur si grand qu'elle peut pardonner l'impardonnable. Alors voilà, vous avez gagné cette chance. Mais si vous la gâchez, vous n'êtes pas seulement un lâche. Vous êtes un démon. » Léa serra sa grand-mère dans ses bras. Et dans cette étreinte se trouvait toute la complexité de la situation. Parce que Madame Geneviève avait raison. Julien ne le méritait pas. Mais Léa méritait d'avoir un père. Le couple âgé sur le banc commença à applaudir. Pas fort, juste doucement. Mais le son résonna dans le parc. Camille posa sa main dans le dos de Julien. Un geste de soutien, de complicité, de « Tu as réussi, maintenant tiens bon ». Léa regarda Julien. « Tu veux voir mes amis ? Il y a un garçon dans mon école qui collectionne les vignettes. J'aimerais te montrer ma collection. J'en ai 432. » Julien rit, cette fois sans cette brisure émotionnelle. Un vrai rire. « J'adorerais, » dit-il. Chloé observa cette scène. Observa son ex, qui avait été un fantôme pendant 8 ans, se transformer en père. Observa sa femme, qui aurait pu être la méchante dans n'importe quelle autre histoire, mais qui avait choisi d'être compatissante. Observa sa mère, qui avait élevé sa petite-fille avec dignité. Observa sa fille, dont la capacité à pardonner dépassait de loin son âge. Et dans ce parc ordinaire, un samedi ordinaire, Chloé comprit que la fin de cette histoire n'était pas une justice vengeresse. Il ne s'agissait pas de voir Julien puni ou détruit. Il s'agissait de seconde chance, de rédemption, de comment parfois la bonne chose à faire est plus puissante que la chose que nous voulons faire. Julien tenait la main de Léa, tandis qu'elle l'emmenait voir la voiture. Chloé le vit s'agenouiller pour que la fillette puisse mieux atteindre le volant. Le vit sourire d'un type de bonheur qui semblait totalement nouveau, comme s'il expérimentait la vie pour la première fois. Camille passa un bras autour de Chloé. « Merci de ne pas l'avoir détruit, » dit Camille. Chloé sourit, des larmes coulant sur ses joues. « J'aurais pu, j'aurais dû, mais Léa méritait un père vivant, pas un fantôme de vengeance. » Et tandis qu'elles observaient Léa apprendre à Julien son monde, ses vignettes, ses amis, ses rêves, Chloé put enfin se reposer. Le fardeau qu'elle avait porté pendant 8 ans avait été transféré. Pas à Julien, à la vie, au temps, au simple passage des jours qui, éventuellement, guérissent même les blessures les plus profondes. Chloé s'assit dans la cuisine de Madame Geneviève ce soir-là, une tisane oubliée entre les mains. L'appartement était silencieux, et ce silence était différent des précédents. Ce n'était pas le silence de la résignation, c'était le silence de la paix. Elle pensa à tout ce qui s'était passé.
Pensa à Julien au début, plein de promesses qu'il ne tenait pas. Pensa à lui sur le boulevard, rejetant Léa avec des mots qui coupaient comme du verre. Et pensa à lui aujourd'hui, dans le parc, agenouillé à la hauteur de sa fille, demandant une chance. Ce qu'elle avait appris ce jour-là ne concernait pas la vengeance, bien qu'elle y eût tout à fait droit, ni la destruction, bien qu'elle en eût le pouvoir. C'était quelque chose de bien plus profond. C'était sur le pouvoir du pardon, non pas comme une faiblesse, mais comme la force la plus radicale qui soit, parce que pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est se souvenir de ce qui a fait mal et choisir malgré tout de permettre à la vie de reprendre là où il y avait la mort. Chloé avait tenu Julien responsable de ses actes à travers la vie de Léa, non par des représailles légales. Et cela avait été bien plus efficace que n'importe quelle punition aurait pu l'être. Julien avait passé 8 ans à construire un empire matériel. Mais il avait complètement perdu l'empire émotionnel qui aurait dû être le sien. Il avait perdu l'opportunité de connaître les premiers pas de Léa. Il avait perdu ses premiers mots, ses premières peurs, ses premiers rêves. Et aucune somme d'argent ne pouvait racheter ces moments. La leçon que cette histoire portait était fondamentale. La dignité humaine ne s'achète pas. Elle ne se conquiert pas par l'argent ou le pouvoir. Elle se cultive par le respect, l'honneur et la capacité à reconnaître l'humanité chez les autres, surtout chez ceux qui ne peuvent rien nous offrir en retour. Chloé avait vécu dans la pauvreté, avait nettoyé des appartements luxueux, avait porté des vêtements usés pendant que Julien portait des costumes italiens. Mais ce soir-là, assise dans sa cuisine simple, elle était plus riche que Julien ne le serait jamais. Parce qu'elle avait ce qui est réel, la confiance de sa fille, le respect de sa mère et l'intégrité d'avoir fait la bonne chose, même quand la chose facile aurait été de faire la mauvaise. Julien avait commis une erreur colossale. Mais ce que cette histoire démontrait, c'est qu'aucune erreur n'est si grande qu'elle ne puisse être rachetée par un changement authentique. Et le changement de Julien avait été viscéral. Il n'était pas superficiel, ni performatif. Il avait confronté ses propres démons et avait choisi d'être différent. Camille, de son côté, avait démontré quelque chose de tout aussi puissant, la compassion intelligente. Elle aurait pu ignorer la situation, aurait pu prétendre que Léa n'existait pas. Mais elle avait choisi d'affronter la vérité et d'obliger son mari à faire de même. Cela avait nécessité un courage d'un genre différent. Et Léa avait démontré le pouvoir du pardon enfantin. Ce pardon pur qui n'est pas contaminé par des décennies de rancœur et d'excuses inadéquates. Léa avait regardé le visage de son père et avait vu, non pas un homme qui l'avait abandonné, mais la possibilité de qui il pouvait être maintenant. La véritable leçon de cette histoire était que la justice n'est pas la punition. La justice est la transformation. La justice, c'est quand les gens effrayés trouvent le courage, quand les gens égoïstes trouvent la compassion, quand les gens blessés trouvent la force de pardonner. Chloé avait commencé ce voyage en voulant que Julien souffre. Mais elle l'avait terminé en comprenant que la souffrance était déjà là. Elle était dans la vie qu'il avait vécue sans sa fille. Elle était dans les décisions qu'il avait prises. Et la seule forme de véritable rédemption était qu'il choisisse enfin d'être meilleur. Madame Geneviève entra dans la cuisine, une tisane à la main, elle aussi. « Tu as fait ce qu'il fallait », dit la mère, s'asseyant à côté de sa fille. « Je n'en suis pas sûre », répondit Chloé. Mais je suis en paix, et je pense que c'est ce qui compte à la fin, parce qu'en fin de compte, la plus grande victoire n'était pas que Julien ait reconnu Léa. C'était que Chloé avait réussi à se libérer d'une haine qui aurait pu la consumer toute sa vie. 3 mois après ce samedi au parc, la vie de Léa s'était complètement transformée. Non pas de manière abrupte ou agressive, mais graduellement, comme de l'eau tiède qui chauffe imperceptiblement jusqu'à devenir vapeur. Julien venait la chercher tous les jeudis à l'école. Ils passaient du temps dans leur modeste appartement, assis dans le petit salon, écoutant Léa lui raconter ses journées, ses peurs, ses rêves. Il n'essayait pas d'acheter son amour avec des cadeaux coûteux. Il achetait des choses simples,
un livre qu'elle voulait, un jeu qu'elle avait demandé, rien de plus que ce qu'un enfant ordinaire recevrait d'un père ordinaire. Mais le plus important, c'est qu'il était là, présent, constant. Chaque semaine, il venait, et chaque semaine, Léa savait qu'il reviendrait la semaine suivante. Chloé vit sa fille s'épanouir, vit l'éclat revenir dans les yeux de Léa, vit la fillette courir vers la porte quand c'était l'heure, vit Léa raconter les conversations qu'elle avait eues avec son père, les histoires qu'il racontait, comment il avait admis ses erreurs. Julien avait donné à Léa ce que Chloé n'aurait jamais pu lui donner, malgré tous ses efforts. Un père. Et Chloé, qui avait tout sacrifié pour sa fille, put enfin respirer, enfin poser ce fardeau. 6 mois plus tard, Julien fit une proposition, non pas à Chloé, mais à Léa. Il proposa de payer pour son éducation, une école privée, des cours particuliers, tout ce que Chloé avait souhaité donner à sa fille, mais n'aurait jamais pu. Et cette fois, non pas comme une transaction financière, mais comme un cadeau qu'un père fait à sa fille parce qu'il veut qu'elle ait des opportunités. Chloé accepta. Et quand Léa entra dans cette nouvelle école, entourée d'enfants de famille complète, elle ne se sentit pas inférieure. Elle se sentit égale, parce que maintenant, elle avait un père. Maintenant, elle avait la chose qui lui avait manqué pendant tant d'années. Le gérant qui avait renvoyé Chloé du magasin de luxe des années plus tôt entendit parler d'elle. Entendit que Chloé travaillait moins, parce que Julien l'avait embauchée pour travailler sur un projet caritatif qu'il fondait, un projet pour aider les mères célibataires. Ce gérant réalisa, trop tard, qu'il avait jugé une femme sur son apparence et avait manqué l'opportunité de connaître sa force. Camille, la femme de Julien, devint une alliée improbable de Chloé. Elle créa un programme de mentorat pour les femmes dans des situations similaires à celles de Chloé. Parce qu'elle avait découvert que lorsque vous changez un homme, vous pouvez changer une famille entière. Et lorsque vous changez une famille, vous pouvez changer une communauté. Madame Geneviève put enfin se reposer. À 65 ans, elle put enfin arrêter de nettoyer les appartements des autres. Julien avait insisté pour aider la mère de Chloé, non par charité, mais comme une façon d'honorer cette femme qui avait élevé sa fille seule. 1 an plus tard, Léa écrivait une rédaction à l'école. « Mon père a fait une erreur, mais il a été assez courageux pour la réparer. J'ai appris que nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de les corriger. » Dans cette rédaction se trouvait la vérité de l'histoire. Ce n'était pas une histoire de vengeance. Ce n'était pas une histoire de méchants détruits. C'était une histoire de rédemption, de seconde chance, de comment l'acte le plus puissant qui existe est la capacité de pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous méritez de vivre libre. Chloé garda cette rédaction. Pas dans la vieille boîte à chaussures avec les photos, mais dans un nouvel endroit, un endroit où elle gardait l'espoir et non des fantômes. Et tandis qu'elle observait Léa grandir avec un père et une mère qui avaient enfin trouvé la paix, Chloé comprit que la fin heureuse n'était pas parfaite. Elle était réelle, et parfois le réel est plus beau que n'importe quel conte de fées. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez senti les larmes couler en suivant le parcours de Chloé et Léa, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose maintenant, pas demain, maintenant. Commentez ci-dessous avec un mot qui résume tout ce que vous avez ressenti. Vous pouvez commenter pardon, espoir, rédemption ou tout autre mot qui a touché votre âme. Parce que chaque commentaire que vous laissez est une confirmation que cette histoire compte, que ces leçons comptent. Mais ne vous arrêtez pas là. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Peut-être avez-vous un ami qui porte de la rancœur. Peut-être avez-vous quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'apprendre le pardon. Peut-être que vous êtes vous-même cette personne. Parce que la vérité, c'est que nous sommes tous à un instant d'avoir besoin d'une seconde chance. Partagez avec cette personne que vous savez qui va pleurer. Partagez avec cet ami qui est en colère contre quelqu'un. Partagez avec la mère qui se bat seule. Parce que cette histoire n'est pas seulement sur Julien et Chloé. Cette histoire est sur vous. Elle est sur nous tous. Si vous croyez que personne n'est irrécupérable, commentez « Je crois aux secondes chances ».
Si vous croyez que le pardon est le chemin vers la liberté, commentez « Liberté dans le pardon ». Si cette histoire a changé votre perspective sur quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Activez les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Parce qu'ici, sur cette chaîne, nous racontons des histoires qui transforment des vies. Des histoires qui rappellent ce que signifie être humain. Des histoires qui nous rappellent notre capacité à changer, à grandir, à nous racheter. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Parce que chaque semaine, nous apportons une nouvelle histoire de rédemption. Une nouvelle histoire de seconde chance. Une nouvelle histoire qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la justice, le pardon et l'amour. Chloé nous a appris que la vraie victoire n'est pas de détruire ceux qui nous ont blessés. La vraie victoire est de se libérer de la haine qui nous emprisonne. Léa nous a appris que pardonner n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Julien nous a appris qu'il est toujours possible de changer, tant que vous êtes prêts à affronter vos propres démons. Alors allez-y, commentez, partagez, abonnez-vous et portez ce message au monde. Il est toujours temps pour la rédemption. Il est toujours temps pour le pardon. Il est toujours temps de recommencer.